Donc moi, je suis Très bien. Christian Bell, je suis directeur entreprise de la CCI. Et dans le cadre un petit peu de cette période difficile du Covid, on a mis en place ce que l'on a appelé à l'époque une cellule de crise qui se transforme en cellule de rebond. Et c'est vraiment dans le cadre de cette orientation reprise-rebond qu'on a développé tout un cycle de webinaires, dont le webinaire d'aujourd'hui. Et je remercie la structure Formatop, Jean-Philippe et Mathieu, d'avoir bien voulu se prêter au jeu. Donc c'est vraiment dans ce cadre de l'accompagnement de la Chambre en matière de reprise économique et de rebond que s'inscrit ce webinaire. Donc pour plus d'informations, si vous le souhaitez, il va y avoir une quinzaine de webinaires sur des thématiques diverses et variées, mais toutes accrochées à la reprise et au rebond sur la fin du mois de mai et tout le mois de juin. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de la CCI Nord-Isère. Il y a l'ensemble des webinaires qui sont, l'agenda des webinaires est en ligne, donc n'hésitez surtout pas. La structure et le concept du webinaire est quelque chose de sympathique, c'est souple. C'est interactif, hein, même si globalement la distanciation fait que c'est peut-être un petit peu moins interactif qu'un atelier classique, mais voilà, vous avez les possibilités de poser les questions, vous avez expliqué tout ça, donc n'hésitez surtout pas. Moi, j'aurais tendance à dire, ne partez pas frustré par la question que vous n'avez pas posée, parce qu'en face de vous, vous avez deux experts qui auront toutes les réponses. Donc là, je me fais aucun souci. Je vous remercie une nouvelle fois de votre présence et puis je vais vous passer la main, messieurs Jean-Philippe et Mathieu, face à Merci. l'expertise, parce que les gens sont là pour ça. Bonne réunion à Merci, tous. Christian. Merci Christian. Rebonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent par rapport à ce webinaire. Donc rapidement, moi Jean-Philippe Barret, je suis le gérant fondateur de la structure Formatop qui est basée à Villefontaine. Et on accompagne des entreprises sur tout le territoire par rapport à la prévention des risques professionnels au travers de différents services, notamment un service d'audit et de consulting sur la partie prévention de manière globale et aussi des offres de formation sur tout ce qui découle du fameux document unique, des formations réglementaires, que ce soit secourisme, incendie, gestes et postures. On a 20 ans d'expérience sur le sujet et on a plus de 2000 intervenants sur tout le territoire, donc on est en mesure de répondre à également les problématiques de toute entreprise qui sont multi-sites. Je ne vais pas vous raconter le reste de la vie, autrement on en aurait pour 2 minutes. On va essayer de faire de manière très simple, très pragmatique, parce que le Covid, on entend et on en mange malheureusement à toutes les sauces, à éviter et à consommer avec toute modération, bien entendu. Là, ça va être très pratico-pratique. Mathieu, qui est vraiment l'expert sur le sujet. Mathieu est un de nos consultants qui est vraiment, lui, dédié à cette partie-là. Il va aussi se présenter par la suite. Il va vous expliquer plus en détail notre méthode de fonctionnement et également vous apporter les réponses que vous attendez autour de la prévention du risque Covid. N'hésitez pas, comme l'a dit Christian et Fred, à poser des questions en cours de route et on aura un petit quart d'heure à la sortie pour pouvoir répondre de la meilleure manière possible. Si bien sûr des questions n'ont pas de réponse, ne soyez pas frustrés, on y apportera forcément les éléments par la suite. La présentation vous sera diffusée en mode PDF, donc l'ensemble des slides, vous les aurez à votre disposition et avec bien sûr une rediffusion au journal de TF1 ce soir à partir de 20h. Oups, non, pardon, sur la chaîne YouTube de la CCI. Vous aurez également tout ça. Donc, on essaie de le faire dans la meilleure ambiance possible. Encore une fois, c'est un sujet qui est certes compliqué, mais qu'on va essayer de rendre très simple. Pour la petite information, juste au niveau de la slide d'après, Mathieu, please. Donc, Mathieu va évoquer différents sujets au niveau de la prévention du risque Covid. Pour votre information, alors certainement vous avez eu cette information-là au travers de différents médias. Vous pouvez bénéficier de 5 000 € de subvention. Alors, ce n'est pas Formatop qui vous fera un chèque. C'est surtout la CARSAT qui a mis en place cette offre-là depuis la semaine dernière, à savoir que toute entreprise de moins de 49 salariés ayant eu des dépenses au niveau de la prévention Covid par rapport à du matériel ou à de l'installation de matériel peut avoir jusqu'à 5 000 € de subvention qui correspondent à 50% du montant des dépenses engagées. Donc, il y a différentes conditions pour cela, donc des montants, des tailles d'entreprise, le type de matériel et aussi et surtout le fait de devoir remplir un document à renvoyer auprès des CARSAT dont vous dépendez et également d'avoir, bien sûr, le gros pavé rouge en bas à droite, mis à jour votre document unique. Donc, bien penser qu'il y a sur le document que vous devez télécharger et compléter, il
il y a une case à remplir avec la date de mise à jour de votre dernier document unique. Et je vous alerterai juste sur ce point-là avant de passer la main à Mathieu, sur le fait que, attention, document unique réglementairement, évaluation à minima annuelle, mais aussi dès lors qu'il y a apparition d'un nouveau risque. Le risque Covid, qui est un risque classé dans les risques biologiques, est un risque universel, on le voit bien malheureusement, ce qui veut dire que toute entreprise doit pouvoir l'intégrer au sein de son document unique et le coter en termes de fréquence, gravité et de maîtrise. Donc attention, petite alerte, si effectivement le document VA CARSAT met en exergue un document unique qui est certes à jour de moins d'un an, attention au fait qu'il soit moins d'un an, mais qu'il intègre aussi le cas du risque biologique. J'espère pas vous avoir perdu et endormi. Je passe la main au chef, à Mathieu. Bon, oui, bon, à tout à l'heure. Merci Jean-Philippe, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Alors, l'idée aujourd'hui était de vous emmener donc sur cette fameuse mise à jour du document unique d'évaluation des risques. Alors pourquoi? En fait, pour me présenter rapidement, voilà, moi ça fait 20 ans que je travaille dans la prévention des risques et je collabore avec Jean-Philippe depuis pas mal d'années et au vu des événements, voilà, on a décidé d'accompagner pas mal d'entreprises qui nous ont sollicité. On s'est dit que c'était intéressant et ça pouvait être pertinent de vous faire un retour d'expérience sur ce qu'on avait pu mettre en œuvre. Parce qu'un peu comme tout le monde, on a été pris au dépourvu dès les premiers jours du confinement. Voilà. Alors, pour le rappel, même si Jean-Philippe vous a donné quelques éléments, ce fameux document unique d'évaluation des risques, donc je rappelle qu'il est quand même obligatoire depuis novembre 2001. Il doit être formalisé par écrit, obligatoire pour les entreprises, mais également les associations à partir du moment où vous avez un salarié. Et comme l'a dit Jean-Philippe, il y a une mise à jour annuelle minimale, mais dès qu'il y a une évolution particulière, alors ça peut être suite à un accident de travail ou un événement spécifique, et le Covid en est un, il y a également une mise à jour impérative de ce document par écrit. Voilà. Alors, en préambule, bien sûr, ce contexte exceptionnel soulève plein d'enjeux, plein de questions aussi accompagnent cette ouverture. Et pour simplifier, je vous ai notifié ici les 5 nécessités que les entreprises doivent avoir en tête pour assurer une continuité du travail en toute sécurité. Donc, garantir le fonctionnement de l'entreprise avec tous les impacts que le Covid a pu avoir, notamment au niveau de l'absentéisme, au niveau des fournisseurs, au niveau des sous-traitants. Traiter la problématique de la contamination, qui est toujours malheureusement présente, en accueillant les salariés en toute sécurité, ce qui sous-entend déployer les bonnes pratiques, même si j'espère qu'aujourd'hui, la plupart sont acquises et mises en œuvre. Et puis, pouvoir démontrer, rassurer les différents acteurs, donc que ce soit interne, les salariés, mais également externe, donc ça peut être l'inspection du travail, la médecine du travail et tous les partenaires en prévention des risques. Donc voilà les 5 grands piliers autour desquels il va falloir articuler la continuité de l'activité. Alors c'est un vrai changement, clairement, moi je l'ai vu dès l'arrivée de ce nouveau contexte, mais je pense que c'est aussi une chance, parce que les entreprises que j'ai pu accompagner ont vraiment dû remettre le débat en place autour du travail réel, les activités utiles, les activités nécessaires, comment s'organiser. Donc, il a fallu vraiment remettre en place un vrai dialogue social autour de ce changement et je pense qu'il y a une vraie opportunité pour améliorer, optimiser les conditions de travail. Voilà. Et si on parlait de rebond, je pense qu'on est vraiment sur cette notion. Alors, cette fameuse mise à jour du document unique d'évaluation des risques. Pour vous expliquer, je vais passer par 3 parties. Donc, un rappel sur le danger et l'exposition. Comment ensuite mettre en œuvre cette mise à jour et les bonnes pratiques pour accompagner ces mesures de prévention. Alors, danger et exposition, donc voilà, clairement, on est face à un danger biologique qui, au niveau de la réglementation, voilà, s'inscrit comme étant un agent biologique pathogène de groupe 2, donc conséquence immédiate, notamment dans le cadre de l'activité de travail, il constitue un danger avéré pour les travailleurs, donc au titre de la prévention. Ça s'inscrit comme une nouvelle dimension des risques professionnels. Alors, sous quelle forme ce danger va se présenter? C'est ce qu'on appelle l'exposition, donc 2 principales. La première, bien sûr, la promiscuité, le contact étroit, donc par voie aérienne ou contact manuel. Et puis après, on va avoir tout ce qui est contact direct, mais également contact indirect, parce que le virus peut survivre plusieurs heures et en fonction des conditions météorologiques, humidité, de la qualité du matériel, on pense même ça peut être plusieurs jours. Voilà. Donc, 2 dangers principaux, tout ce qui est promiscuité et tout ce qui peut être de l'ordre du contact. Et je pense que tout le monde l'a vécu dans sa chair. Ça impacte vraiment notre quotidien. Même les gestes les plus élémentaires deviennent compliqués. Ouvrir une porte, partager du matériel. Et voilà. Juste pour la petite parenthèse ludique, si je peux me permettre,
Je vais vous laisser réfléchir à la réponse. Combien de contacts pensez-vous que l'on ait chaque jour, main, visage, en moyenne, bien sûr. Voilà, je vous laisse réfléchir un petit peu, essayer d'imaginer tout ce qui s'est passé depuis ce matin. Voilà, alors en termes de réponse, vous trouverez différents éléments de réponse, 3000 étant l'estimation la plus haute. Quoi qu'il en soit, ce que l'on sait, c'est dans le cadre du travail, dans le cadre de cette activité gestuelle que l'on a dans l'activité de travail, mais également des gestes aussi simples que remettre ses lunettes, s'essuyer le front, etc., etc. On a un nombre incalculable de contacts main-visage. Donc voilà pourquoi toutes ces mesures ont été prises. Et en plus, malheureusement, pas de vaccin, pas de traitement spécifique. Donc il va falloir apprendre pour l'instant à vivre avec. Alors, petite parenthèse technique, le R0, dont vous avez peut-être entendu parler, donc c'est le taux de reproduction de base. Donc c'est le nombre de personnes qu'une personne contaminée peut elle-même contaminer. Alors, tant qu'on est en dessous de 1, on estime que la pandémie est contrôlée. Dès qu'on passe au-dessus de 1, on estime qu'elle n'est plus contrôlée. Alors concrètement, aujourd'hui, le Covid-19 est identifié heureusement fortement en dessous de la rougeole, parce que là, on est sur un R0 à 12. Voilà, pour le Covid-19, on est à un R0 de 3. Alors, grâce au confinement, on a réussi à le descendre fortement, entre 0,5 et 0,8 en fonction des études. Mais après, et en ce moment, qu'en est-il? Alors, il y a une hyper vigilance sur cet indicateur. Et comme je vous l'ai dit, pour l'instant, on arrive à le maintenir en dessous du 1. Même si on sait qu'il peut être variable. Alors voilà, pour les curieux ou ceux qui veulent un peu plus d'informations, si on compare en termes de létalité, donc c'est l'échelle que vous avez à la verticale, et de contagiosité, l'échelle que vous avez à l'horizontale, bah, vous vous retrouvez dans le carré, plutôt un rectangle rouge-rose, où se situe le Covid-19. Voilà. Alors, si vous voulez, c'est une nouvelle maladie, donc j'insiste vraiment sur ce point. Vous retrouverez cette diapo plusieurs fois. Et pour l'avoir vécu depuis le 16 mars, on a pu voir pas mal de va-et-vient au niveau de l'appréciation de la dangerosité, des mesures à mettre en œuvre, masque, pas masque, gants, pas gants, etc., etc. Donc, je vous invite vraiment à être très vigilant sur la mise à jour des recommandations sanitaires et à surveiller de très près tous les protocoles et les mises à jour des protocoles. D'ailleurs, c'est pour ça que pas mal de fédérations professionnelles sous-entendent qu'il est de bon ton d'avoir un référent Covid dans l'entreprise. Alors, ce n'est pas une fonction officielle, mais ça permet vraiment d'avoir une personne qui va pouvoir assurer la veille, être relais, s'assurer que toutes les recommandations sanitaires sont appliquées, applicables au quotidien. Voilà, donc il y a vraiment cette notion de veille réglementaire importante à retenir. Alors, comment fait-on maintenant pour la mise à jour du document unique d'évaluation des risques? Alors, dans l'idéal, et certaines entreprises avaient eu la bonne idée de passer par là, on fait d'abord ce qu'on appelle un plan de continuité d'activité. Alors, c'est quoi un plan de continuité d'activité? C'est en fait un plan qui permet d'anticiper des hypothèses de sinistres. Alors, ça peut être une grève, ça peut être un sinistre écologique ou une pandémie en l'occurrence. Et ce PCA va être un outil de réflexion, un outil boussole pour réorganiser l'activité en fonction des ressources, des contraintes, des astreintes de ce nouveau contexte. Alors, pour visuellement vous montrer un petit peu comment ça se passe, donc vous retrouvez ce fameux Covid-19 et je vous ai remis PCA et document unique d'évaluation des risques. Alors, dans l'idéal, l'arrivée du Covid-19 déclenche un PCA, c'est-à-dire une réflexion autour d'une nouvelle organisation en mode dégradé, parce qu'effectivement, on va avoir un arrêt de l'activité, peut-être brutal, peut-être total ou peut-être réduit. On a accompagné des magasins sur le sillon de Chamonix dès le départ qui, du jour au lendemain, ont dû continuer une activité dans un contexte très particulier, puis d'autres se sont retrouvés complètement à l'arrêt. Il va y avoir aussi des problématiques de ressources humaines, avec notamment des problématiques d'absence, bien sûr l'exposition au virus, la nouvelle organisation, le télétravail, etc., etc. Donc il y a vraiment une vraie réflexion sur comment continuer l'activité, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est nécessaire, quelle activité réelle on peut faire fonctionner dans ce contexte. Et c'est une fois que cette réflexion a été faite que la mise à jour du document unique, au vu de la nouvelle activité dégradée, pourra être mise en œuvre. Voilà. Alors certains tentent le grand saut. Je précise quand même 2-3 petites choses. Alors le PCA n'a aucun caractère obligatoire au niveau de la loi. Il n'est pas nécessairement formalisé par écrit, mais je pense que même si vous voulez faire le grand saut, il y a une vraie réflexion à avoir sur comment cette nouvelle organisation du travail va être effective pour pouvoir identifier correctement les risques inhérents à cette nouvelle organisation. Alors,
l'idéal est dans les principes généraux de prévention, donc inscrits dans le Code du travail, on nous le rappelle de manière très claire dans la loi, il faut supprimer le risque quand c'est possible. Donc, c'est là où l'État a mis en place un dispositif donc, pour les salariés à risque ou vulnérables. Et effectivement, ce dispositif est reconduit au-delà du 1er juin. Donc, pour les salariés ayant un risque de développer une forme grave d'infection au Covid-19, ainsi que les proches vivant à leur domicile, ils peuvent bénéficier d'une activité partielle. Donc ça, il faut passer par son médecin traitant et par le… Alors, ça me permet de rebondir sur le fait que faut aussi penser au fait que la réorganisation du travail par rapport à cela, donc là on peut voir les conséquences de manière directe, c'est aussi le fait de mettre des personnes en télétravail. Il faut aussi prendre en compte le fait que cette réorganisation doit avoir une incidence au niveau de votre management, bien entendu, mais également par rapport à votre document unique, également, puisque le télétravail change les conditions de travail du collaborateur, au-delà de la dimension, je dirais, contractuelle RH. Il faut aussi prendre cette modification au sein de votre document unique. Et on a retrouvé Mathieu. J'ai fait la transition. C'est pas des claquettes, mais c'est super chouette. En arrière ou pas, je ne sais pas, je pense que ça s'est arrêté à ce niveau-là. Voilà, donc je disais qu'une des premières actions va être de supprimer le risque. Donc les fameux salariés à risque ou vulnérables qui peuvent bénéficier d'un dispositif particulier, donc pour bénéficier aujourd'hui d'une activité partielle. Voilà. Après, comme je le disais, je ne sais pas si je suis raccord par rapport à l'arrêt de connexion, donc le fameux télétravail qui peut, comme je le disais, générer de nouvelles problématiques, notamment sur les troubles musculo-squelettiques ou les risques psychosociaux. Voilà, plusieurs études ces dernières semaines font apparaître une partie de la population à exprimer une souffrance, voire même une détresse psychologique ou psychique en lien avec le télétravail. Alors, si ce télétravail n'est pas possible, dans ce cas-là, mon employeur doit assurer et adapter mes conditions de travail pour que je puisse retourner sur une activité sécurisée. C'est là où on passe à l'étape 2, donc l'évaluation du risque, comme nous le rappelle la loi, puis je vous l'ai précisé plusieurs fois avec l'arrivée du Covid, obligation de remettre à jour le document unique. Alors, pour ce faire, l'idée, c'est d'abord d'identifier les situations dangereuses liées à cette nouvelle organisation du travail en mode dégradé. Et là, j'insiste, deux parties bien spécifiques. Alors, instinctivement, le risque biologique est identifié, cette fameuse exposition au virus. Donc, bien sûr qu'il va falloir identifier tous les risques de contact, de proximité, avec toutes les mesures qu'on peut mettre en place derrière. Mais attention, et ça, on n'a pas nécessairement identifié dans les démarches d'entreprise qui étaient concernés au départ, cette sensibilité-là, c'est de s'intéresser aussi à tous les impacts organisationnels. Alors, pour les dangers Covid-19, si on reprend les différents protocoles qui existent à l'heure d'aujourd'hui, on va retrouver trois grandes possibilités, donc entre salariés avec clients, usagers bien sûr, mais alors ça peut être sur un même lieu de vie, donc les zones de travail communes, les équipements partagés, ça peut être dans le cadre de contacts directs, mais également dans le cadre de discussions à distance, et on estime qu'une discussion de plus de 15 minutes en l'absence de mesures de protection est un danger lié au Covid-19. Donc voilà les trois grandes familles de dangers qu'il faut re-identifier dans la nouvelle organisation de travail. Comme je vous l'avais dit, deuxième sensibilité à avoir, c'est cette notion de mode dégradé, donc l'absentéisme qui va impacter l'activité, l'organisation du travail, avec pourquoi pas la volonté de mettre les gens de manière isolée dans leur activité, mais attention à ne pas générer des problématiques de travailleurs isolés. Les ressources habituelles qui ne seront pas toujours disponibles. Voilà, j'ai pu accompagner aussi une entreprise de bâtiments de travaux publics qui n'avait plus nécessairement la possibilité de louer des équipements de sécurité. Je pense notamment à un échafaudage. Et puis, on va avoir aussi des problématiques de déplacement de risques parce que dès qu'on va modifier l'organisation de travail, de nouveaux risques vont apparaître. Voilà, on a aussi accompagné une entreprise qui intervient dans l'entretien et le paysage. Ils avaient pris la décision de mettre un compagnon par camion pour aller sur les chantiers. Mais qu'en est-il des autres compagnons? Est-ce qu'ils prennent leur véhicule privé? Est-ce que ces véhicules sont assurés? Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le déplacement du risque dans notre profession. Et ce ne sont bien sûr que quelques exemples. Mais il y a vraiment une forte vigilance à avoir sur ce mode dégradé lié à cette nouvelle organisation du travail. Alors, le plus simple pour saisir cette nouvelle organisation du travail, finalement, c'est de reprendre une journée, on va dire, logique d'activité de travail. Donc, voilà, et pas mal de protocoles fonctionnent sur ce schéma-là. Donc, d'abord, les consignes générales que vous retrouvez en premier.
Donc là, on va retrouver les gestes barrières, les consignes de distanciation sociale. Ensuite, avant le départ, vous prenez par exemple la Fédération du bâtiment travaux publics qui recommande de mettre en place une notion de dépistage via un questionnaire, donc avant que le salarié parte de chez lui, pour être sûr qu'il n'est pas symptomatique. L'arrivée en entreprise, où là, on nous parle d'horaires décalés pour éviter les goulots d'étranglement. Le port des équipements de protection individuelle, ces fameux EPI, donc quels équipements de protection individuelle, comment est-ce qu'on les porte, comment est-ce qu'on les entretient, si ce sont des protections à usage multiple, et puis comment est-ce qu'on les évacue en termes de déchets, et puis comment est-ce qu'ils sont compatibles avec peut-être d'autres équipements de protection individuelle que je devais porter lors de mon activité de travail. Comment est-ce qu'on organise les postes de travail? Je pense notamment à la distanciation sociale. Comment est-ce qu'on organise la circulation sur le site? Alors là, on nous recommande souvent des circulations en cercle, d'éviter les croisements. Comment est-ce qu'on gère les lieux communs, sanitaires, les lieux de pause, les lieux de restauration? Comment est-ce qu'on organise la fin de poste, au même titre que l'arrivée à l'entreprise, éviter les goulots d'étranglement, les déplacements à l'extérieur, la gestion des prestataires extérieurs? Donc effectivement, beaucoup d'entreprises ont dû faire des annexes pour mettre à jour les plans de prévention liés aux prestataires extérieurs ou au protocole de transport pour les chargements et déchargements. Et puis il y a aussi après tout l'entretien, nettoyage, désinfection des parties communes, l'élimination des déchets que j'ai évoqués. Et puis encore un point sur lequel on attend des réponses au niveau de la science et du corps médical sur la ventilation des locaux. Alors pour l'instant, on recommande une ventilation naturelle avec une ouverture des portes plusieurs fois par jour. La question est plutôt sur la climatisation. Voilà, aujourd'hui, on a encore pas mal de questions et de débats sur la dangerosité possible parce que le virus est aéroportable. Alors, ces fameux goulots d'étranglement, on les retrouve dans le protocole national de déconfinement. Et c'est vrai qu'avec les entreprises que nous avons accompagnées, l'idée, c'était vraiment de reprendre une journée type et puis de la séquencer étape par étape et de regarder si à chaque séquence, on ne retrouve pas ces nouveaux risques, donc de promiscuité, de contact principalement, sans oublier bien sûr tout ce qui est mode dégradé. Voilà, donc là, vous avez un exemple de découpage d'une arrivée d'entreprise. Donc, j'arrive dans l'entreprise, il y a un passage sur un poste de garde ou un portillon, quelles vont être les contraintes? Est-ce qu'il y a des contrôles à effectuer? Passage dans le vestiaire? Oui, non. Donc voilà, il faut vraiment tout redécliner. Une fois que cette activité a été réidentifiée et toute séquencée, l'idée, ça va être de mettre en œuvre et d'identifier des mesures de prévention. Donc là, je les ai regroupées en 3 grands paquets, donc les gestes barrières, la notion de distanciation sociale et les mesures de prévention. Alors, pour les gestes barrières, j'ose espérer que vous avez déjà croisé cette affiche et que c'est rentré dans vos us et coutumes. Donc là, il y a une notion d'affichage, une notion de sensibilisation, de formation, de rappel des consignes. Ensuite, pour la distanciation sociale, je vous propose un petit moment de vidéo, comme ça, ça évitera de vous casser la tête avec mon discours. Voilà, donc l'idée était de visualiser justement cette notion de distanciation sociale. Donc le choix qui a été fait au départ du confinement était le choix de 1 mètre. Et puis avec le protocole national de déconfinement du 3 mai 2020, on a une notion de jauge qui a été mise en œuvre. Donc c'est 4 mètres carrés pour chaque client ou salarié, et ce qui permet de calculer l'effectif possible dans un atelier, dans un établissement de travail ou dans un établissement recevant du public. Voilà, donc c'est cette notion de distanciation sociale. Si cette distanciation sociale n'est pas possible de manière organisationnelle, c'est là où on passe à des protections individuelles, donc notamment le masque, et masque grand public, comme l'a appelé notre président. Donc voilà, il y a tout un tas de masques aujourd'hui qui ont été identifiés. Donc ce sont des masques à usage non sanitaire. Donc vous avez différents types, catégorie 1, catégorie 2, voilà, qui progressivement rentrent dans les mœurs et qui sont même rendus obligatoires. Et là, vous en avez un très bel exemple pour les transports en commun, notamment à l'heure où je vous parle. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore tous les éléments de réponse et c'est vrai qu'on se pose énormément de questions sur l'ouverture des restaurants, des cafés, des hôtels, des campings et on attend demain pour en savoir un peu plus sur cette notion de jauge parce que effectivement, pourquoi pas, mais est-ce que le modèle économique de la plupart des établissements va pouvoir accepter cette nouvelle organisation de travail? Donc là, on attend encore pour toute cette activité de travail
d'en savoir un petit peu plus sur les protocoles sanitaires à mettre en œuvre. Donc, en bref, ce que je voulais vraiment mettre en avant, c'est que lorsque vous allez réfléchir à la nouvelle organisation de travail et tous les risques que ça va générer, n'oubliez pas, il y a la partie risque biologique, bien sûr, mais il y a également tous les impacts organisationnels à appréhender. Alors, au-delà des distanciations sociales et des gestes barrières, les mesures de prévention. Alors, dans notre jargon, on parle de mesures OTH. Alors, qu'est-ce que c'est encore que cet acronyme? O comme organisation, T comme technique, H comme humain. Alors, ça répond aux principes généraux de prévention inscrits dans le Code du travail, qui nous rappelle que les mesures organisationnelles sont toujours plus efficaces que les mesures techniques, qui ne sont pas toujours adaptées ou adaptables. Et malheureusement, on le sait, même si je suis un humaniste convaincu, dire à quelqu'un de faire attention, est-ce que c'est suffisant? C'est nécessaire, mais je ne suis absolument pas convaincu, après 20 ans d'expérience dans le domaine, que ce soit suffisant. Alors, au niveau organisationnel, on va retrouver bien sûr l'information sur les salariés à risque, mettre en place le télétravail, donc cette notion de supprimer le risque, toute la notion de réorganisation du travail en mode dégradé, avec le séquencement des activités et certainement la mise en place d'horaires décalés pour éviter les goulots d'étranglement, limiter au maximum les déplacements professionnels, utiliser au maximum les nouvelles technologies, nous en sommes une belle preuve aujourd'hui, organiser au maximum la gestion des flux, avec cette notion de jauge, 4 mètres carrés pour l'instant, et l'idée est vraiment de fluidifier plutôt que de ralentir. Voilà, faire rentrer beaucoup de gens dans une grande surface, pourquoi pas, si la jauge le permet après calcul. Par contre, si c'est pour générer des files d'attente sur les caisses, aucun intérêt. Donc l'idée, c'est vraiment des fois de même aménager la loi ou le fonctionnement. Et l'idée est vraiment de fluidifier, de ne pas créer de points d'arrêt ou de points de fixation. Et comme je vous l'avais dit, il y a toute la notion aussi de gestion des prestataires extérieurs, où là, il va falloir mettre à jour aussi cette nouvelle organisation du travail pour tous vos prestataires. Les mesures techniques, je pense que vous en avez croisé ou rencontré moult ces derniers temps. Donc, le matériel de désinfection, bien sûr. Les équipements de protection collective, voilà ce qu'on appelle chez nous les EPC. Si vous ne voyez pas du tout ce que c'est, pourtant vous en avez vu beaucoup, ce sont les écrans, ça va être des démarcations au sol, ça va être du marquage au sol. Après, on a bien sûr les équipements de protection individuelle et protection. Alors, pourquoi j'ai mis protection? Je pense notamment aux visières qui se sont énormément développées ces derniers temps, qui ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle, parce que même si elles ont une efficacité au niveau oculaire et au niveau des grosses particules, elles ne permettent pas de protéger des aérosols, c'est-à-dire des petites particules de Covid-19 éventuellement présentes dans l'environnement. Voilà. La gestion des outils et équipements partagés, un outil, un salarié dans l'idéal, oui, mais si je n'ai pas suffisamment d'outils, comment est-ce que ça s'organise? Donc des protocoles de nettoyage. Limiter l'usage des ventilateurs, soufflettes, je pense à toute l'activité mécanique, des sèche-mains dans les sanitaires, parce que comme je vous l'avais dit, on soupçonne, on a des certitudes, mais on attend encore des éléments médicaux et scientifiques, que ce satané virus est aéroportable. Voilà. Alors, la génération des tests ou de prise de température. Alors, au départ, ce n'était pas clair du tout. Je ne vous cache pas que mi-mars, on a même été confronté à une inspectrice du travail qui exigeait de savoir pourquoi un employeur ne faisait pas une prise de température de ses clients et de ses salariés à l'entrée de l'établissement. Aujourd'hui, les réponses, on les a, donc ce n'est pas à l'employeur d'assurer ces tests ou ces prises de température, même si je sais que certaines entreprises ont décidé de faire autrement. Je vous en parle un tout petit peu plus tard. Alors, petit clin d'œil concernant les équipements de protection individuelle, notamment les gants. Aujourd'hui, je vois encore beaucoup de gens porter des gants. Tous les spécialistes, tous les médecins, tous les gens qui s'intéressent à cette problématique du risque sont d'accord, et un consensus aujourd'hui existe sur le fait qu'il vaut mieux éviter de porter des gants, parce que le risque de contamination est certainement supérieur à ne pas en porter. Voilà. L'idéal est vraiment de se nettoyer les mains régulièrement, savon, eau, gel hydroalcoolique. Au niveau des mesures humaines, donc là, on va retrouver les deux piliers, donc l'information et l'affichage. N'oubliez pas qu'il y a vraiment un débat à mettre en place, et pour les établissements qui ont un CSE ou pour d'autres qui ont encore des CHSCT, donc l'instance représentative du personnel, il y a un vrai dialogue à mettre en place. Et ce dialogue peut aujourd'hui, il y a des aménagements qui ont été mis en œuvre, se faire par téléphone, mail ou visioconférence, bien sûr. Voilà, je vous avais parlé de ce questionnaire du dépistage que l'organisation professionnelle du bâtiment Travaux Publics recommande dans sa fédération. Les instants prévention, les échanges, voilà, il y a un vrai accompagnement à faire au quotidien, d'autant plus que, par expérience, on l'a vécu avec les entreprises qu'on a accompagnées, ce contexte peut générer des angoisses,
ce qui est tout à fait compréhensible, des incompréhensions, des tensions entre collègues. Je me souviens d'une entreprise qu'on a accompagnée où un salarié ne voulait pas porter de masque et les collègues l'ont rapidement stigmatisé, ça a généré des violences verbales. Voilà, il y a un vrai travail d'accompagnement, de dialogue qu'il faut mettre en place. Et là, vous avez une personne qui est très pertinente sur le sujet, et je vous rappellerai un peu plus tard, c'est vraiment les services santé-travail, le médecin du travail qu'il faut solliciter en ce contexte particulier. Alors, tester, je vous en ai parlé, donc là, très clairement, aucune organisation par les employeurs de prélèvement en vue d'un dépistage virologique ne saurait s'inscrire dans la stratégie nationale de dépistage. Voilà, donc ça c'est très clair, ce n'est pas à l'employeur d'assurer ou d'engager une démarche sur le test de ses salariés ou de ses clients. Pour l'isolement, alors, pour l'isolement, en gros, c'est en cas de suspicion. Alors, le 3 mai 2020, le protocole national de déconfinement disait qu'il revenait à l'entreprise, le cas échéant avec la médecine du travail, de rédiger préventivement une procédure de prise en charge sans délai des personnes symptomatiques afin de les isoler rapidement. Aujourd'hui, si vous allez sur le site du ministère du Travail, vous avez une fiche très bien faite que vous pouvez télécharger. C'est sur les fiches métiers que vous retrouvez ça sur les fiches généralistes. Donc, sur la conduite à tenir en entreprise en cas de suspicion de Covid-19. Donc, cette procédure ou ces étapes de prise en charge peuvent être affichées, peuvent être réaménagées. Il y a aussi une notion importante à avoir, c'est de sensibiliser les sauveteurs secouristes du travail de votre établissement pour qu'ils puissent être prêts à gérer cette prise en charge. Donc là, vous avez toutes les informations adéquates. Donc, n'hésitez surtout pas à récupérer cette fiche et à solliciter encore une fois le médecin du travail qui pourra clairement vous accompagner pour mettre en œuvre ce protocole. Alors, pour résumer, je réfléchis à ma nouvelle organisation du travail. Je vais être confronté à deux nouvelles familles de risques, les impacts organisationnels, le mode dégradé et la partie Covid-19. Je vais identifier, quand je ne peux pas supprimer le risque par le télétravail, toutes les situations nouvelles et dangereuses. Et ensuite, je vais identifier des mesures de prévention à mettre en œuvre. Comment est-ce que tout ça va se formaliser? Alors, si je suis passé par un PCA, par un plan de continuité d'activité, donc là, je vous montre un exemple d'outil qui permet de formaliser un document unique d'évaluation des risques. Donc, avec un PCA, vous pouvez résumer en fait tout ce que vous avez fait en une ligne dans votre document unique d'évaluation des risques. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, vous retrouvez à gauche la phase de travail. Donc, on est bien dans un contexte d'épidémie, de pandémie, avec un risque biologique associé. Donc, contamination Covid-19, voilà pour la situation dangereuse. Gravité, exposition. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait des outils de cotation. Alors, il en existe plein. Hein. L'idée n'est pas de débattre autour de cette cotation, c'était plutôt de vous montrer un exemple. Donc là, j'ai mis en termes de gravité, gravité mortelle. Alors, au départ, je me souviens, les premiers employeurs que j'ai accompagnés m'ont dit, mais attendez, monsieur Cheval, on en est là. Oui, vu la facture et vu le nombre de décès aujourd'hui, oui, en termes de gravité, il ne faut pas hésiter à mettre le niveau maximum. Alors, en termes de fréquence, après, tout va dépendre de l'activité de votre entreprise. Là, en l'occurrence, on est dans une entreprise où les contacts et les promiscuités sont tous les jours, de manière permanente. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un indice maximum au niveau fréquence et on multiplie les deux chiffres, ce qui nous donne un risque brut qui est très élevé ici, à 160. Et vu que dans mon établissement, je suis passé par un PCA, un plan de continuité d'activité, j'ai mis en place une cellule de crise, identifié un groupe de pilotage, identifié un référent Covid, j'ai déployé le télétravail, j'ai déployé un plan d'activité en indiquant toutes les consignes à respecter liées à cette nouvelle organisation du travail. Donc, j'ai mis en œuvre tout un tas de moyens de prévention, de protection. Et ce PCA, je vous invite à le mettre tout simplement en photocopie de votre mise à jour du document unique d'évaluation des risques, qui vous donne un niveau de maîtrise. Donc là, pareil, il existe des matrices de calcul qui vous permettent de savoir quel est votre niveau de prévention, donc ce qui vous donne un niveau de risque final ou résiduel. Et donc, c'est ce qui va permettre de déployer éventuellement d'autres actions pour optimiser encore votre dispositif. Parce que bien sûr, ça ne va pas se faire en une fois. Et l'idée, c'est de rendre vivant ce document. Et clairement, nous, on l'a vu avec les établissements qu'on a accompagnés, entre le premier jour et J plus 15, plus 30, les choses avaient évolué. Comme je vous l'avais dit, on a identifié de nouveaux risques qui avaient été générés par des actions qui ont été menées. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui est censé être vivant et qui permet à l'entreprise, un peu comme un outil boussole, de savoir où est-ce qu'elle se situe sur son chemin de prévention. Voilà, donc ça, c'est lorsque vous avez pu passer par un PCA. Si vous n'avez pas pu passer par un PCA,
Et je ne vous cache pas que les premières entreprises qui nous ont sollicité n'avaient pas eu le temps de faire un PCA parce que c'était dans une continuité d'activité, il n'y avait même pas eu d'arrêt. Alors dans ce cas-là, il va falloir en annexe du document unique existant, avec le même système de grille, reprendre toutes les situations dangereuses par unité de travail. Donc, par exemple, pour la partie administrative, toutes les situations où les gens vont être en promiscuité ou en contact. Ensuite, pour la partie production, pour la partie commerciale, etc., etc. Donc voilà, et à chaque fois, il faut identifier toutes ces situations, toutes ces phases de travail. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Par exemple, là, dans cette entreprise, donc qui fait du TP VRD, donc travaux publics. Vous retrouvez la conduite du fourgon de chantier, donc avec des transports vers des chantiers extérieurs, donc le risque biologique lié au fait qu'on va se retrouver en promiscuité dans la cabine, en gravité, en fréquence, parce que ce sont des petits chantiers qui se font avec des placements quotidiens, et puis là, des moyens de prévention ont été identifiés, donc là, il faut les détailler pour chaque situation, et ce qui permet d'identifier le niveau de maîtrise que vous avez, et donc d'identifier le risque résiduel. Et là, vous retrouvez l'exemple que je vous avais donné tout à l'heure. OK, on a mis en place un système qui fait que les gens ne se retrouvent pas à plusieurs dans la même cabine. Ouais, sauf que qu'en est-il des assurances personnelles pour ceux qui vont prendre leur véhicule privé pour aller sur les chantiers? Donc voilà, encore une fois, c'est un outil vivant. Mais si vous n'êtes pas passé par le PCA, il faut vraiment identifier toutes les situations dangereuses et donc décortiquer toute la nouvelle activité et organisation de travail liée au Covid-19. Voilà donc les deux possibilités de formalisation, avec PCA ou sans PCA. Chose importante, et j'insiste vraiment, alors nous, on a eu la chance d'avoir des services santé de travail qui ont été réactifs et qui nous ont clairement accompagnés, que ce soit pour identifier les salariés vulnérables, que ce soit pour valider certaines mesures de prévention qu'on avait imaginées. Voilà, donc là, il faut vraiment solliciter votre service santé-travail par mail, par courrier, par téléphone, leur envoyer copie de tout ce que vous avez mis en œuvre pour pouvoir vraiment faire valoir votre bonne foi à prévenir ces nouveaux risques liés à une nouvelle organisation de travail. Pour les bonnes pratiques à mettre en œuvre, alors dialogue social, oui, 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 oui et encore oui. Pourquoi? La raison est très simple, même si aujourd'hui tout un tas de protocoles, de fiches métiers existent, on n'est pas dans du prêt-à-porter. Chaque entreprise doit vraiment s'interroger sur son activité réelle, concrète, au quotidien. C'est vraiment de la haute couture, hein, c'est vraiment du cas par cas. C'est pour ça que si vous ne passez pas par un dialogue social, il y aura des problématiques de mise en œuvre et d'efficacité des mesures que vous avez identifiées. Alors après, comme je vous l'ai dit, vous avez des guides de bonne pratique, donc le fameux protocole national de déconfinement qui est sorti le 3 mai, qui est un cadre général mais assez précis de comment assurer la sécurité des salariés dans ce contexte. Et puis ensuite, vous avez donc des brochures que vous pouvez récupérer sur le site du ministère du Travail avec des filières métiers. Donc là, j'ai choisi la filière cheval, la dédicace à mon nom de famille, mais vous en avez plein d'autres pour la filière automobile, etc., etc. Et puis ensuite, vous avez des fédérations professionnelles qui ont sorti des guides de bonne pratique, qui ont été négociés entre les syndicats, le patronat et l'État. Donc, vous retrouvez ici l'OPP-BTP, qui a été un des premiers à sortir un guide de bonne pratique. Vous retrouvez la MSA pour toutes les activités agricoles. Puis après, vous avez des fédérations comme la Fédération de l'hygiène et de la propreté. Vous avez aussi des documents qui ont été mis en place par les services santé au travail. Je pense à la SMI 38 en Isère qui a sorti un super document pour identifier justement le risque Covid. Alors après, ils n'évoquent pas nécessairement le mode dégradé dans ce document, mais il est très très bien fait sur le risque Covid. Et puis bien sûr, vous avez nos deux légendes, donc l'INRS, qui est un site, mais une institution, en tout cas vous avez un site internet qui est très riche, avec de la documentation, des fiches, des outils, des retours d'expérience, des foires aux questions, un focus juridique, etc. Et vous avez effectivement aussi l'ANACT, donc son frère jumeau, qui propose également tout un tas de choses, notamment sur le télétravail, sur les risques psychosociaux, avec des outils, des points de vigilance, des mesures de prévention. C'est très très bien fait, donc n'hésitez pas. Et comme je vous l'ai dit, pour accompagner pas mal d'entreprises depuis le début de cette grande aventure, attention, je vous invite vraiment à être très vigilant sur la mise à jour des recommandations, sur l'évolution de ces recommandations, même si ça bouge un peu moins et tant mieux. Il semble qu'un consensus se fait, mais comme je vous le disais, par exemple, pour la restauration, les hôtels, les cafés, les restaurants, les boîtes de nuit, on attend encore demain pour en savoir un peu plus. Alors, dernier point qui me tient à cœur et qui commence d'ailleurs à être entendu et à être pris en considération, ce sont les fameux RPS, donc risques psychosociaux, s'il fallait traduire l'acronyme, santé mentale, s'il fallait parler comme un médecin du travail, qualité de vie au travail, même si, il y a pas mal de choses différentes derrière ces définitions. Alors, confinement,
Subi, durable, modification de l'organisation du travail, tous ces mots, on les connaît dans la discipline de la santé mentale au travail. Et ce ne sont pas nécessairement des mots lumineux, ou en tout cas, ce sont des mots sur lesquels il faut être très vigilant, car ils vont impacter très rapidement l'état psychique et mental des salariés. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? La notion d'isolement, bien sûr, télétravailler chez soi, loin de son équipe, le collectif qui n'est plus présent, l'absentéisme. Alors, l'absentéisme dans les deux sens, les gens qui ne sont plus au travail, donc ça peut générer aussi des soucis affectifs, mais également les gens qui ne sont plus au travail et qui ne sont plus informés de ce qui se passe au travail. Le stress sanitaire qui reste encore très présent, la peur de tomber malade, l'insécurité socio-économique. Voilà, je discutais encore il y a quelques jours avec une responsable d'une entreprise de communication dans l'événementiel qui s'inquiète et qui clairement va devoir prendre des décisions compliquées ces prochains mois, car elle est en activité zéro et malheureusement, si ça dure, elle évoquait même des licenciements. Voilà, donc on peut comprendre qu'il y a une inquiétude à ce niveau-là. L'organisation en mode dégradé. Je n'ai pas tous les bons outils, je n'ai pas toutes les compétences, le personnel n'est pas présent à tous les échelons. L'impact des nouvelles technologies, j'en suis une bonne illustration avec cette coupure de connexion en pleine présentation. Donc, hop, il faut gérer, en espérant que vous m'entendiez bien sûr, que je ne parle pas dans le vide depuis tout à l'heure. La fragmentation du collectif du travail, alors ça, on le sait dans les notions de santé mentale au travail et le collectif de travail. Les coopérations, les stratégies collectives vont toujours lubrifier les tensions qui sont inhérentes au travail. Et là, quand tout d'un coup, chacun se retrouve dans son coin, comment est-ce que tout ça va pouvoir fonctionner de manière adéquate? Voilà. Et puis, bien sûr, l'équilibre vie privée, vie professionnelle qu'on retrouve. Je pense notamment à tous ceux qui ont dû télétravailler, gérer les enfants, gérer la maison, etc., etc. Voilà. Alors, l'INRS, dernièrement, a sorti 9 clés pour agir. Et puis, comme je vous l'ai dit, l'ANACT, l'INRS ont beaucoup d'outils, beaucoup de fiches conseils avec tout un tas de conseils pratico-pratiques sur le télétravail, sur le management de proximité, etc., qui peuvent vraiment vous aider à identifier des leviers d'action pour anticiper l'apparition de ces risques psychosociaux. Donc voilà, un des premiers qui semble évident, mais bon, des fois les choses évidentes, on passe à côté. Et je pense notamment à tous les gens très inquiets à reprendre l'activité de travail liée à ce stress sanitaire, de prendre le temps de les accueillir de façon personnalisée, de les accompagner. Alors ça peut être par téléphone, ça peut être par mail, par visio, ça peut être à distanciation. Anticiper les conséquences de la mise en place des mesures barrières de distanciation sociale. Voilà, les lieux de regroupement. Moi, je l'ai vu dans les premières entreprises qu'on a accompagnées. Alors, c'était assez étonnant. Les gens se protégeaient dans la journée et puis le soir, ils avaient envie de se retrouver autour d'un café. Et là, tout d'un coup, ils se protégeaient plus. Donc, comment est-ce qu'on organise encore ces moments collectifs qui sont très importants dans l'efficacité d'une entreprise? Prendre le temps de faire des retours d'expérience. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est applicable? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez des idées pour que ça fonctionne encore mieux? Ce fameux dialogue social. Communiquer de façon transparente sur l'impact économique. Faire attention à la surcharge de travail. Quelles sont les nouvelles répartitions de tâches? Travailler avec de nouveaux outils technologiques. Qu'est-ce que ça signifie? Voilà, je vous donne un petit exemple personnel. Ce PowerPoint, je sais pas, il doit y avoir 40 diapos. J'ai mis 2-3 jours à le mettre en place. Bon, c'est beaucoup de travail pour peu de temps. Donc voilà, c'est pas une plainte, hein, vous inquiétez pas, mais c'est simplement pour vous dire que avec cette nouvelle organisation de travail, la charge de travail change, bien sûr, et on peut avoir des gens en sous-charge ou en surcharge de travail. Voilà, essayer de restaurer le collectif, repositionner l'encadrement de proximité. Voilà, comment est-ce que je peux faire du management de proximité à distance? Grand paradoxe. Là, pareil, l'ANACT a plein de fiches super bien faites là-dessus. Attention au risque de tension possible, comme je vous le disais, entre ceux qui vont accepter facilement ces nouvelles règles de travail et ceux qui ne vont pas nécessairement les accepter facilement. Et puis, les problématiques de violence vis-à-vis des salariés de la part des usagers, des clients qui ont affaire à un service dégradé. Donc voilà. Donc là, je vous invite vraiment à aller sur les sites INRS, ANACT, où vous retrouvez plein d'outils pour identifier toutes ces situations, si vous avez du mal à les identifier, et à identifier aussi des moyens d'agir et des moyens de prévenir. Le CSE, CHSCT, les représentants du personnel, le dialogue social, encore une fois, une des clés pour accompagner ce changement. Conclusion, voilà, en espérant avoir répondu à pas mal de vos questions. Pour moi, je l'ai vraiment vécu depuis le 16 mars, ce Covid est vraiment une opportunité, voilà, pour remettre en place un débat autour des conditions de travail. Et comme j'aime à le raconter en formation, étant savoyard, chez nous, des fois, il neige encore, 1 mètre de neige dans la nuit, et tout d'un coup, on se réveille avec le voisin, désemparé parce que la voiture est coincée, tout est compliqué. Puis c'est peut-être un voisin qu'on a côtoyé pendant
longtemps, en se voyant de loin, sans vraiment se dire bonjour. Et là, tout d'un coup, le fait d'être face à une même difficulté, on se retrousse les manches, on se file un coup de main, et puis finalement, ça devient un copain, et puis des fois même un ami. Voilà, donc c'est parfois dans la difficulté qu'on se sublime. Donc j'espère, et je l'ai vu dans certains établissements, ça a été vraiment une vraie chance de pouvoir remettre un débat autour des conditions de travail. Je vous remercie. En espérant être à l'aise au niveau de la technologie, on va essayer de voir maintenant si des questions ont été posées. Alors, question. Hop. Alors, j'ai plusieurs, en tout cas, j'ai une question ici de Cathy. Il est conseillé de ventiler le locaux régulièrement. Comment faire dans un bâtiment où on ne peut pas ouvrir les fenêtres? Je n'ai pas de réponse. Si vous ne pouvez pas ouvrir les fenêtres pour l'instant, vous ne ventilez pas. Et il va falloir assurer un nettoyage, une désinfection peut-être plus régulière. Alors après, l'idéal, ce serait de voir quelle activité a lieu dans ce bâtiment. Combien de salariés, quel type d'activité, promiscuité, contact, direct ou indirect. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Voilà, c'est toujours le même système en prévention. Si on ne peut pas, il faut trouver une mesure palliative. Donc, si vous ne pouvez pas ventiler, il faudra trouver une mesure palliative qui peut passer par de la désinfection, du nettoyage de manière un petit peu plus poussée. Voilà. Alors après, pour la formation, vous parlez de PCA qui puisse intégrer une ligne Covid-19, mais cette ligne pandémie pourrait être étendue. Alors, je vais vous la dire à voix haute. Vous parlez du PCA qui puisse intégrer une ligne Covid-19, mais cette ligne pandémie pourrait être étendue à un terme générique pandémie. Oui, ou je me trompe? Alors, pas nécessairement, parce que ça va dépendre de la pandémie et quels sont les dangers de la pandémie associée. Voilà, il existe une foultitude de pandémies, et ça a été tout le problème du Covid-19 au départ. Sous quelle forme apparaît le danger? Souvenez-vous, au départ, on nous a dit qu'il ne fallait pas porter de masque. Aujourd'hui, il faut porter un masque. Au départ, on nous a dit qu'il ne fallait pas porter de gants. Aujourd'hui, qu'il fallait porter des gants. Pardon. Aujourd'hui, ils nous disent qu'il ne faut pas en porter. Donc, tout va dépendre du type de pandémie, c'est-à-dire qu'elle génère comme danger, et donc qu'est-ce qu'elle génère comme nouvelle organisation du travail. Voilà, donc pour moi, faire une ligne pandémie générique, générale, ce ne serait pas suffisant, parce qu'en fonction de la maladie, de la pandémie, on aura des spécificités à mettre en œuvre. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. De rien, Julien, si j'étais clair, très bien. Merci, monsieur. Pas de souci. Apparemment, je crois avoir répondu aux différentes questions. Hop. Je vais passer peut-être aux dernières diapositives, Jean-Philippe, non? Ouais, c'est ça. Donc, il y a une petite dernière qui arrive apparemment. J'attends de Julien également. C'est peut-être le temps qu'il l'écrive. Je ne sais pas. J'ai été coupé, Jean-Philippe, à un moment. Ouais, mais j'ai fait les claquettes, tu sais, comme je le fais, quoi. Donc, j'ai récupéré. Et quand j'ai repris, j'étais à peu près au même endroit ou pas? Parce que je n'ai pas vu quand ça a coupé. C'était, mais à la perfection. Bon, allez, arrête de me caresser dans le sens du poil. Alors, quel est le coût estimé d'une telle démarche pour une PME de 100 personnes en industrie? Le coût de la mise à jour du document unique, ça va être plutôt du temps et de l'énergie humaine. Après, tout va dépendre des mesures de prévention que vous devez mettre en œuvre. Si on est sur de l'organisation et de la formation et de l'information, pas grand-chose. Si on va sur du technique, de l'achat de matériel, mise en place de mesures barrières, etc., ça peut prendre des dimensions beaucoup plus importantes. Voilà pourquoi Jean-Philippe, pertinemment, vous a parlé tout à l'heure de cette subvention possible. Alors, au niveau… Ah non, les démarches, j'entends l'atelier. Alors, il faudrait faire une analyse un peu plus fine. Est-ce que vous pouvez distancer facilement les gens sans mettre de plexiglas, etc. C'est compliqué de vous faire un devis si je ne connais pas votre activité en détail. Mais clairement, l'idéal, et c'est ce que disent tous les protocoles, c'est qu'il faut essayer de réfléchir à des mesures organisationnelles. Ce n'est pas celles qui coûtent le plus cher, c'est celles qui sont des fois les plus compliquées à accepter, à négocier, à mettre en œuvre. C'est sur la partie technique que là, on peut effectivement avoir des coûts importants. Voilà, Julien.
Après, n'hésitez pas à solliciter Formatop, on peut vous accompagner plus finement si besoin. Voilà, Jean-Philippe, je te passe la main. Ouais, je te laisse. Merci Mathieu. Et je ne vais pas te brosser en sens du poil, mais 20 ans après, je suis toujours aussi fan. Et à chaque fois, c'est top. Donc, merci Mathieu pour ça. C'est vraiment appréciable d'avoir affaire à des experts passionnés du sujet et qui rendent les choses complexes simples. Et encore une fois, c'est ce que tu fais à chaque fois à merveille. Grand respect. Merci, c'est gentil. Merci. Au niveau de l'offre, donc notre offre Formatop, donc avec Mathieu, bien sûr, en tant que consultant, c'est de vous proposer des modules de formation qui peuvent être collectifs et à distance, modules au choix que vous pouvez prendre de manière individuelle ou collective, sur tout ce qui est module de mise en place de plans de continu d'activité. Alors on peut se dire qu'on arrive peut-être un petit peu après la veillard, mais on est en tout cas là pour le proposer et aussi pour anticiper peut-être et prévoir d'autres événements pandémiques qui pourraient arriver par la suite. Bien entendu, un module de formation à distance sur la mise à jour de documents uniques. Donc là, on est sur des modules, que ce soit le 1, le 2 ou le 3, on est sur des modules qui durent 2 heures à chaque fois. Module de documents uniques et également un module de formation à distance sur tout ce qui est gestion des RPS dans les grandes lignes, avec comment accompagner au mieux le retour au travail, créer l'activité en télétravail, manager à distance, où des grandes règles vous seront données plus en détail par rapport à ce que Mathieu a vous inculqué au cours de cette petite heure. On a également sur le slide d'après deux modules qui sont là, non plus au collectif, mais des modules de suivi à distance individuel. En gros, on a deux étapes. On a une étape préparatoire où on va faire un diagnostic de votre organisation et en décliner et faire déboucher sur un plan d'action qui vous sera donné à la suite. Cette phase de diagnostic, elle fait l'objet d'un entretien préalable téléphonique pour qu'on puisse en jauger un petit peu la durée. Et encore une fois, ça c'est que de l'entretien individuel. Et après, on a la phase a posteriori où là, on est plutôt dans un diagnostic de ce qui a été mis en œuvre pour que vous puissiez avoir un œil extérieur si les mesures de prévention ont été au niveau de OTH, donc comme Mathieu l'a expliqué, organisationnel, technique et humaine, ont été mises en place correctement. Et on est bien sûr en mesure de vous accompagner sur l'ensemble, que ce soit A et B, à savoir de vous rédiger, de vous accompagner sur la mise en œuvre de tous les protocoles opératoires. Donc voilà un petit peu ce qu'est Formatop aujourd'hui. On est vraiment sur une notion de consulting, d'accompagnement et de conseil, disponible, available all around France, of course, in English and in French as well. Donc on peut le faire comme vous le voulez, avec bien sûr Mathieu en tête de gondole, c'est vraiment l'expert sur le sujet. Et donc n'hésitez pas à nous solliciter. Un grand merci à Christian Bell et à toute la CCI de nous avoir identifiés en tant qu'experts sur le sujet. C'est toujours agréable auprès d'institutions telles que la CCI d'avoir cette reconnaissance-là. Donc un grand merci à toi, Christian, et à ton équipe. Merci à Fred pour l'organisation du webinaire, parce que même si on a l'habitude de le maîtriser, c'est toujours un challenge. On a toujours cette petite boule au ventre là quand on lance ça. Donc, et puis merci à tous les participants. Vous n'avez pas décroché pendant toute la participation. On est resté sur un niveau équivalent de participants. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc n'hésitez pas, s'il y a des besoins d'informations complémentaires, on est là pour ça. N'hésitez pas à solliciter les équipes de Christian, bien entendu. Et puis les supports vous seront envoyés directement via la SSCI. Et on espère avoir été au plus clair. On est au niveau timing dans les temps. On a quelques minutes d'avance. Donc, si vous avez encore des questions, ou si Christian veut faire la clôture ou une blague. Je vais avoir des scrupules de passer après des experts comme ça, mais je pense que oui. Les messages qui ont été portés, c'est bien évidemment de ne pas rester seul par rapport à cette problématique-là, hein, de s'entourer de partenaires de l'entreprise, que peuvent être les consultants formateurs comme Formatop, mais également les partenaires un peu plus classiques, que sont la médecine du travail, que peut être l'inspection du travail. Et puis, il y a beaucoup de bibliographies. Mathieu l'a spécifié, hein, que ce soit sur les INRS, que ce soit sur l'ANACT, que ce soit sur les différents sites des syndicats pro. Donc n'hésitez pas, l'ensemble du monde économique s'est fédéré et s'est mobilisé autour de cette problématique-là. Donc les chambres de commerce sont également à vos dispositions, n'hésitez surtout pas. On a en ligne des diagnostics qui permettent des autodiagnostics gratuits qui permettent de vous
situer, hein, savoir si tous les prérequis sont vraiment bien ouverts avant de repartir sur des problématiques santé-sécurité des salariés, mais pas que. La problématique de la reprise, elle passe par la santé-sécurité des salariés, mais elle passe également par d'autres prérequis. Donc, n'hésitez pas, rapprochez-vous de votre chambre de commerce et de vos partenaires classiques. Et puis moi, un grand merci à Mathieu et Jean-Philippe pour cette brillante synthèse d'une problématique quand même compliquée. Et en 1 heure, 45 minutes, 1 heure, c'est quand même, voilà, pour moi, un beau challenge. Je savais qu'ils allaient le relever et j'ai pas eu de soucis. Avec plaisir. Merci à tous les participants de leur présence et de leur assiduité, tout à fait. Hein. On a perdu personne en route, c'est que le sujet était intéressant, les intervenants étaient bons. Très bien, merci beaucoup. Un plaisir. Merci beaucoup. Bonne Merci journée à à tous. Au revoir. Au revoir.